Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bonjour Audrey, comment ça va? Salut Matt, ça va, hâte d'être en vacances. Oui. Et toi, comment tu vas? Moi, je suis déjà en vacances. Et ça fait plaisir parce que les dernières semaines ont été rush. Tu sais, ce qui arrive toujours avant les vacances, c'est les gens qui se rendent compte que tu t'en vas en vacances. Alors, tout presse avant les vacances. C'est incroyable. « Ah, mais il faut finir ça avant les vacances. » Tu dis « Oui, il n'y a pas de problème, je termine demain. »« Faut terminer avant demain. » Alors, tu fais « Ah, mais ça prend plus de temps normalement. » Et bref, c'est ce qui fait que depuis un mois, je produis plus grand-chose sur Internet. Et puis, dans mon cas, ça faisait... Mon affaire, le petit ralentissement qu'on a eu sur les productions, parce que ça fait un petit moment qu'on a arrêté de produire, en fait. Oui, c'est vrai qu'on a eu quelques semaines là sans épisode. En fait, on a beaucoup... toi, du coup, tu as beaucoup travaillé. Moi, j'ai rédigé mes 3 nouvelles formations, iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, donc j'ai eu plein de travail. Donc, en effet, je pense que l'un comme l'autre, je crois qu'on s'est même pas envoyé de message genre... Quand est-ce qu'on enregistre? Parce que je pense que tous les deux, on était overbookés. Et puis, comme on vous l'a déjà dit, notre priorité, c'est le travail qui rémunère. C'est normal. Et le podcast reste, pour l'instant, du moins, un plaisir partagé. Et bien sûr, grâce à vos dons, ça permet de nous équiper un peu et d'arrondir les fins de mois. Et oui, tu parles de dons. Faut rappeler aux auditeurs qu'on a mis en place un gros bouton jaune qui, c'est un petit peu gênant de le dire pour ce mois-ci parce qu'on n'a pas fait 2 épisodes pour le mois, mais n'oubliez pas, l'esprit en arrière de tout ça, c'est plus vous allez nous rétribuer ou nous donner faire des dons, en fait, avec ce gros bouton jaune, plus ça nous permettra de délaisser ce qu'on fait au quotidien pour nous nourrir, parce qu'on en a besoin, comme toi puis moi. Et plus vous participerez, plus on aura la possibilité de faire des épisodes d'Apple différemment. Et d'ores et déjà, merci à tous ceux qui l'ont fait. Et n'oubliez pas, c'est sur applediff.com. Oui, merci beaucoup pour vos dons tous ces derniers mois et vos dons réguliers. Et comme dit Matt, on fait au mieux. On fait au mieux. En tout cas, moi, je suis ravie de te retrouver, Matt. Et on va avoir plein de choses à se dire pour cet enregistrement. Ça va être trop bien. Ouais, dans cet épisode, tu vas nous révéler, t'as mis le titre, les secrets d'iOS 17. Alors, si vous êtes intéressé de savoir les secrets d'iOS 17, il va falloir nous écouter parce qu'Audrey a installé de manière pour son travail, toutes les dernières versions d'iOS, d'iPadOS et de Sonoma. Tu as travaillé beaucoup pour trouver tout ce que n'était pas sorti pendant les conférences et tu en as trouvé beaucoup. Alors, tu vas nous en révéler quelques-uns pendant cet épisode-là sur iOS 17. Mais avant d'y aller tout de suite sur iOS 17, on a une petite partie actualité. Et tu commences, toi, parce qu'il y a une fermeture chez Apple. C'est rare qu'ils ferment des choses. Mais dans ce cas-ci, c'est peut-être quelque chose qu'on n'utilisait pas ou qu'on n'utilisait plus. C'est ça? Oui, le fameux flux de photos. Alors, je pense que c'est le premier service de synchronisation de photos qu'Apple avait mis en place. Ça date, ça a plus de 10 ans. C'était en fait, le flux de photos, ça synchronisait vos photos entre vos appareils. C'était les photos soit des 30 derniers jours ou soit les 1000 dernières photos que vous aviez prises et qui étaient synchronisées entre vos appareils. Donc Apple va fermer ce service le 26 juillet. La synchro s'est arrêtée déjà, il me semble, le 26 juin. Donc si vous avez encore des photos dans un dossier qui s'appelle flux de photos, dans votre application photo sur Mac, iPhone, iPad, vous allez, je vous conseille de récupérer les photos, vous les sélectionnez et vous les mettez dans votre photothèque. Et puis, comme ça, votre flux de photos est vide. Et quand le service va s'arrêter le 28 juillet, vous n'aurez rien perdu puisque toutes vos photos seront dans votre photothèque. Alors, bien sûr, si vous utilisez la fonction synchro iCloud, photo iCloud, qui synchronise toute votre photothèque, si vous l'utilisez depuis plusieurs années comme moi et puis comme toi, je suppose, Matt, vous n'avez rien à faire, bien sûr, puisque vous n'utilisez pas le flux de photos, vous n'utilisez plus depuis longtemps. Donc c'est vraiment pour certaines personnes qui continuaient à utiliser le flux de photos. Le problème, c'est qu'Apple a envoyé un mail à tout le monde
Sans Même vérifier les gens- s'ils l'utilisaient pas, ouais. Voilà, même les gens qui n'utilisaient plus le flux de photos. Donc j'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube qui vous explique tout ça en détail, mais en tout cas, sachez que de toute façon, si vous utilisez Photo iCloud, si toute votre photothèque est synchronisée entre vos appareils, vous n'avez rien à faire. C'est uniquement pour ceux qui utilisent encore le flux de photos, où là, ça serait bien de récupérer vos photos avant que le flux soit fermé et que les photos, du coup, soient supprimées. Alors, vous le saurez, vous avez moyen de ne pas perdre ces photos-là si vous les utilisiez encore le flux de photos. Moi, de mon côté, j'ai suivi l'actualité sur le nouveau produit, le Vision Pro. Et est-ce que tu as regardé un petit peu l'actualité? Est-ce que tu suis encore l'histoire du Vision Pro ou t'as trop eu d'informations sur le Vision Pro et tu t'es dit, ah merde, là, je veux plus en entendre parler. Tant que c'est pas sorti pour vrai, je veux plus en entendre parler, ou tu regardes encore les actualités passées et puis ça t'intéresse encore d'en entendre parler? Alors ça m'intéresse, ouais, clairement ça m'intéresse, j'ai pas eu trop le temps, j'ai vu des articles passer, mais j'ai un peu j'ai un peu l'impression qu'Apple a annoncé ce produit un peu genre en avance, non? Un peu comme si ils l'ont pas annoncé trop tôt par rapport à la disponibilité, au nombre, à la fabrication, à tout ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas eu des articles là-dessus que ça va être un peu juste pour la date qu'ils ont annoncée? Ouais, alors ça va être un peu juste. Ça va être l'année prochaine, encore une fois, aux États-Unis. Ça va être à un prix excessivement gros. Pour le moment, c'est encore aux alentours de ou en bas de 4 000 $ américains. Ce qu'on a appris dans les dernières semaines, en fait, c'est qu'il y aurait une bande sur le haut de la tête en plus qui serait en option à acheter, qui conseille d'avoir pour ceux qui ont des petites têtes. Alors, ceux qui ont des petites têtes auront besoin d'un support supplémentaire. C'est ce qu'on lit. Que la production a été divisée par 4. Apple pense ne pas en vendre autant qui n'y avait pensé dès le début. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est une façon de travailler qui est bien ancrée maintenant dans les entreprises ou qui commence à bien arriver dans les entreprises, c'est les équipes produits. Est-ce que tu sais ce que c'est une équipe produit? Pas exactement, non. Bon, alors dans les entreprises, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye de rationaliser, au niveau informatique, on essaie de rationaliser les effectifs. Hein. Tu vas pas avoir des développeurs spécialisés juste sur iOS, tu vas essayer d'en mettre un peu partout parce que c'est rare. Des designers, c'est pareil. Et puis, ce qu'on apprend dans un article de 01net, c'est qu'ils ont travaillé pour ce produit-là, Vision Pro, ils ont vraiment travaillé en silo fermé, comme à l'époque de l'Apple Watch, et puis comme à l'époque aussi du Macintosh de Steve Jobs. Ils ont vraiment, pour ces produits-là, décidé d'y aller en mode produit. Et qu'est-ce que c'est une équipe produit? C'est une équipe qui est complètement autonome, fermée. Alors, tu as les designers, tu as les développeurs, tu as toute l'équipe à l'interne qui parle juste de ce produit-là. Et on appelle ça une équipe produit parce que elle a juste ça à s'occuper, mais aussi la vision sur long terme, la vision sur le développement, les mises à jour et ainsi de suite. Et on apprend que ils ont vraiment fait une équipe spécifique pour ça, comme ils l'avaient fait à l'époque pour d'autres produits. Mais c'est là que tu te rends compte avec l'histoire d'Apple qu'ils ont été assez visionnaires parce que Steve Jobs avait aussi fait ça pour le Macintosh, des équipes fermées qui s'occupent de juste un produit. Et c'est la grosse mode maintenant d'avoir des équipes produits. Alors pour le Vision Pro, on se rend compte que ça n'a pas leaké parce que depuis 3 ans, ils y travaillent dessus, justement, avec une équipe complètement dédiée. Alors, ils n'ont pas mélangé les développeurs, les designers des autres équipes. Ce qu'on apprend aussi, et puis là, je ne sais pas, en France, vous dites cocorico. Au Québec, je ne sais pas quel bruit d'animal je pourrais le raton laveur, le caribou, le caribou. On apprend aussi que il y a un petit peu du Québec dans le Vision Pro parce que c'est un ancien Québécois qui avait vendu à Apple sa compagnie pour le prix de 40 millions et que le Vision Pro s'appelait avant Totem. Et c'était un Québécois qui avait Bernard Neveu qui avait démarré ce principe-là. Et dans l'article, cette fois-ci, que je vous ai trouvé dans l'article de TVA Nouvelles, vous allez pouvoir savoir d'où vient ce produit-là, qui l'a créé initialement. Et Neveu a travaillé dessus pendant 12 ans avant que ça soit chez Apple. Ce qui fait que Vision Pro n'est pas nouveau. Il
y a des gens qui l'ont en tête depuis plus de 15 ans et c'est ce qu'on apprend. D'ailleurs, son créateur dit que lui, sa prédiction, c'est que chaque famille aura son casque d'ici 5 ans dans les maisons et que chaque personne en aura un comme outil personnel d'ici 10 ans. Alors, il faut voir que le Vision Pro, le prix que vous avez vu et la façon de faire, on va commencer à s'y habituer de plus en plus. Puis d'ici de 5 à 10 ans, soit on en aura tous un dans la maison ou soit on en aura tous un personnellement, comme le iPhone a pu être à une certaine époque. Bizarre, regardé de loin, et puis finalement, maintenant, tout le monde en a un iPhone. Et c'était un peu les dernières nouvelles sur le Vision Pro qui m'ont attiré, et ça m'a turlupiné de voir que dans certaines têtes de personnes, tout le monde aura des Vision Pro. Je ne sais pas de quoi va être fait l'avenir, mais ça va être assez solitaire, on dirait. Écoute, moi, je viens de passer 4 jours dans en Pays de Loire, près de la Vienne. J'ai un fourgon aménagé, donc on s'est installé à un endroit, un camping nature, avec des amis, et aucun service. Ça faisait des années que j'avais pas vu mon iPhone me dire aucun service. Et le Wi-Fi du lieu était vraiment instable, hein. Il tombait toutes les 3 minutes. Donc en fait, même si un jour on a tous un Vision Pro chez soi, je pense qu'on s'offrira des escapades hors connexion. Parce qu'en fait, ça fait du bien. Moi, j'ai quasiment pas utilisé mon iPhone. Du coup, j'ai trouvé que son autonomie était remarquable. Même si la batterie est à changer. Mais en fait, c'est ça. C'est que tu te dis, à un moment, on ressort le jeu de cartes, les mots fléchés. On n'a pas de réseau. Donc, de toute façon, étrangement, on a utilisé des ordinateurs pendant des années sans connexion Internet. Hein. On produisait des choses, on écrivait, on dessinait, on retouchait des photos. On n'avait pas besoin d'Internet, et aujourd'hui, sans Internet, notre appareil, il nous paraît inutile. Donc, c'est assez marrant de se rendre compte de ça. Et puis, voilà, en fait, je pense que c'est pas parce qu'on aura un Vision Pro à la maison qu'on deviendra un zombie qui peut plus vivre hors connexion. Et voilà, je pense qu'il faut un peu relativiser sur ce genre de produit ça fait un peu peur de se dire, t'imagines... des gens qui sont comme ça dans leur canapé avec leur casque et leur masque et qui s'occupent plus de ce qu'il y a autour. Je pense pas qu'on arrivera à ça. Du moins pas 24 heures sur 24 et surtout pas toute l'année. Hein. Je pense qu'on aura toujours besoin de regarder le ciel, les arbres, les oiseaux et voilà. Allez, on faut prendre ça comme quelque chose de nouveau, mais pas quelque chose qui va nous rendre zombies complètement. Tu sais que j'écoute en ce moment The Last of Us et ça résonne beaucoup ce que tu dis par rapport à la technologie. J'ai pas encore vu. Écoute, je vais en parler à la fin de l'émission. Il y a un épisode il y a un épisode pour lequel j'ai pleuré. Alors, je t'en dis pas plus, je vais te le dire à la fin de l'épisode de l'émission, mais c'est vraiment génial. Et puis oui, finalement, il arrive à survivre sans iPhone dans cette série-là. Alors, c'est post-apocalyptique, évidemment. Je pense qu'on va réussir aussi. Bon, trêve de pessimisme sur l'humanité, voire de zombies. On va parler de secrets de iOS 17 parce que c'est pour ça qu'on aime la marque. C'est parce qu'il y a des secrets, il y a des nouveautés. Et puis toi, Audrey, t'arrives à les trouver. J'allais dire à les débusquer, mais c'est pas le bon terme, à les dénicher parce que tu fais des formations et en faisant tes formations, t'as ouvert toutes les applications une à une pour remettre à jour tes formations et tu as trouvé des trucs qui n'ont pas été très publicisés. Alors, on va en parler ensemble avec joie. Oui, c'est vrai qu'Apple, quand lors du keynote du 5 juin, ils ont présenté les grandes nouveautés. Mais comme d'habitude, il y a toujours des petites choses dont Apple ne parle pas et qui sont super pratiques, super intéressantes, qu'on attendait depuis longtemps. En effet, ils ne peuvent pas tout dire en 2 heures. Hein. Il y a quand même 3, 4, 5 OS dont ils ont parlé, donc ça commence à faire beaucoup. Il y a eu le Vision Pro, etc., donc ils peuvent pas tout dire. Et parfois, même sur le site d'Apple, tout n'est pas indiqué non plus. Donc c'est intéressant quand on installe les bêtas à installer sur des appareils non professionnels, hein, des appareils qui ne vont pas ruiner votre travail du jour. Hein. Vous installez ça sur des vieux appareils ou des appareils dont vous servez peu,
puisque les bêtas publics sont disponibles depuis le 1er juillet. Donc, quand on installe les bêtas, en fait, à force d'utiliser son appareil, on se dit « Ah tiens, ça c'est nouveau !» Et c'est génial. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'en observant les nouveautés de iOS 17, comme chaque année, on peut aussi entrevoir des nouveautés matérielles à venir ou qui justifient certaines nouveautés matérielles qui sont apparues sur des appareils vendus l'année d'avant. Est-ce que tu aurais une recommandation par rapport à... En fait, je t'ai posé la question, alors je vais te la poser directement dans l'émission. Je voulais installer Sonoma et toi, de ton ressenti des 3 OS, c'était celui qui était le moins abouti, hein, c'est ce que tu me disais? C'est celui avec lequel j'ai du moins parce que là on est à la 3e bêta, on est dans la première et la 2e bêta, Sonoma, c'était le moins stable des 3. Mm-hmm. Alors tu m'as dit, c'est sur un Mac, c'est pas le Mac de travail, mais comme là t'es en vacances, j'ai envie de te dire, si tu veux pas te prendre la tête avec l'informatique et avoir des bugs et des choses comme, tu vois, nos notes partagées, là on a un peu galéré pour à cause des bêtas. Donc si tu veux pas avoir des soucis de ce genre-là pendant tes vacances, tu attends d'être revenu au travail pour installer ta bêta sur ton outil de maison, hein, bien sûr sur ton Mac pas ton Mac de travail, ton Mac perso. Excellent. Donc oui, ce sont des bêtas, donc forcément il y a des bugs, c'est instable, les applications plantent, mais tout ça est normal puisque ce sont des bêtas. Bon, une fois qu'on a tout fait, les mises en garde qu'il fallait, qu'il se devait, alors allons-y avec les fonctionnalités qui t'ont mind-blowé, j'allais dire, mais que t'as aimé. Oui, ou qui m'ont un peu projeté dans le futur au niveau matériel. Alors, par exemple, si on revient un petit peu en arrière, il y a quand le mode sombre est arrivé sur l'iPhone. Mm-hmm. Au début, on s'est dit, ouais, c'est cool. Donc, c'était sous iOS 11 ou 13, je sais plus exactement, mais c'est quand même assez vieux. On s'est dit, ouais, c'est cool, mais bon, à part l'aspect esthétique, qu'est-ce que ça change ? Et quelques mois après, Apple a sorti l'iPhone 10 avec la dalle OLED, avec l'écran OLED, qui pouvait profiter du mode sombre pour économiser de la batterie. Oui. Et ça, Apple l'avait forcément prévu en sortant la nouvelle version de iOS. Eux, ils savaient déjà qu'ils allaient sortir un iPhone qui allait matériellement profiter de cette nouveauté du mode sombre. Donc quand on cherche un peu, on voit par exemple que iOS 16 a intégré le mode écran toujours allumé, qui était disponible sur l'Apple Watch pendant quelques années auparavant. Donc les nouveaux iPhones qui sont sortis 3 mois après, l'iPhone 14 Pro, profitent de cette fonction écran toujours allumé. Donc l'OS est toujours en avance sur le matériel, puisque le matériel sort avec la nouvelle version d'iOS, donc c'est normal qu'il en profite. Et on peut imaginer que cela arrivera sur l'iPad, par exemple, alors iPadOS 17, par exemple, n'a pas la fonction, la nouvelle fonction Standby, tu sais, qui permet, quand tu mets ton iPhone à l'horizontale, d'avoir des petits écrans comme ça, avec des widgets, avec un réveil. C'est une fonction qui s'appelle En veille, en français, mais ça a été présenté comme la fonction Standby. Et par contre, tu vois, l'iPad ne l'a pas. Mais on peut se dire qu'avec iPadOS 18, l'iPad l'aura forcément, je pense, puisque l'iPad a toujours une année de retard sur sur ce genre de nouveautés. Et du coup, on peut se dire que l'an prochain, l'iPad pourra être un outil, pourra être une tablette qu'on pourra accrocher au mur et s'en servir, par exemple, pour piloter toute la maison, comme c'est déjà disponible chez d'autres fabricants. Puisque le Standby, en fait, cette nouvelle façon d'utiliser son appareil, c'est vraiment bien, ça permet, tu choisis en fait les petits modules que tu veux sur ton écran. Les widgets, comme ils sont interactifs maintenant, tu peux directement cocher des listes sans avoir obligation d'ouvrir l'application rappel. Tu peux allumer et éteindre des lumières avec les petits widgets HomeKit. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, qui sont actuellement disponibles que sur l'iPhone. Mais par contre, on se dit, l'an prochain, quand l'iPad en profitera, ça donnera une seconde vie, je pense, aux iPads un peu vieillots, qu'on n'a pas envie de revendre, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. On peut se dire, ça peut être la tablette qui pilote la maison, qui va contrôler la musique. La domotique, voilà. C'est ça. Donc Standby, en fait, cette nouvelle fonction, elle est pratique sur l'iPhone, mais je pense que sur l'iPad l'an prochain, elle sera encore plus pratique parce que l'écran est plus grand, on va pouvoir mettre plus de choses.
ça va être... j'ai déjà hâte, en fait, de voir ce que ça donnera sur l'iPad. Tu sais, si en plus tu as un bon support, là, et puis que c'est relié à des HomePod ou des enceintes AirPlay 2 ou AirPlay tout court, ça peut quand même faire un bon petit centre multimédia, à l'image un peu des assistants connectés avec écran qu'on peut voir dans les zones de compagnie. Ça peut très bien faire le travail, je trouve, cette façon de configurer un vieil iPad. Oui, clairement. Hein. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que... alors, je pense qu'il faudrait quand même des iPads avec soit Face ID ou Touch ID, mais sur le bouton sur le côté, pas Touch ID avec le bouton d'accueil. Parce que tu vois, par exemple, là, Face ID, il fonctionne à l'horizontale que depuis l'iPhone 13. Moi, j'ai un iPhone 12 mini, donc je peux utiliser Standby, mais Face ID à l'horizontale, il me reconnaît pas. Donc, il faut d'abord que je... Parce qu'en fait, si ben oui, si t'es couché, il va te reconnaître à l'horizontale. Eh ben non. Oh. Alors, j'essaye de l'activer. Ça marche pas toujours, bien sûr. Mais en tout cas, je voulais te montrer. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que même avec un iPhone 12, Standby, tes widgets, ils sont verrouillés si tu n'es pas identifié. Ouais. Donc, voilà, s'ils ont déverrouillé Face ID à l'horizontale avec l'iPhone 13, c'était certainement en prévision de Standby qui arriverait un an après, quoi. Presque 2 ans après. C'est fou. Donc, la cohérence de certaines fonctionnalités sur le long terme qu'on peut se rendre compte quand ça arrive, hein. Même en logiciel, hein, on parlait l'autre fois de l'HomePod qui avait déjà les capteurs de température et d'humidité et que c'est arrivé le logiciel après. Là, c'est un peu la même chose, on dirait. Ouais, c'est ça que je voulais vous proposer dans ce dossier, c'était les petites nouveautés comme ça d'iOS 17, si on les projette un peu plus loin, si on se dit « Ouais, Standby, c'est génial, sauf que pour déverrouiller mon iPhone avec, si c'est pas un iPhone 13 ou plus récent, avec Face ID, il faut qu'il soit à la verticale, donc je le mets vite à l'horizontale pour profiter de Standby, mais ça se verrouille au bout d'un moment. » Donc on sent que... des petites incohérences. Ouais, en fait, c'est un peu dommage que le matériel, du coup, empêche d'utiliser des fonctions plus facilement. Alors, je te raconte pas, j'avais essayé iOS 17 sur un iPhone SE avec un bouton d'accueil et Touch ID, et là, Standby, c'était une vraie galère à utiliser, quoi. T'étais comme ça à l'horizontale avec ton doigt, enfin, c'était... Ouais. Voilà, en fait, tu te rends compte que le logiciel évolue. Le logiciel s'intègre au matériel, mais que le matériel aussi permet de profiter du logiciel, et il y a toute une corrélation comme ça entre eux, et qui donne un peu quand même l'impression que si t'as pas un modèle très récent, tu profites pas à 100% des fonctionnalités, et voilà, c'est un peu dommage. Passons à la protection des yeux. Ça fait plusieurs fois que je t'entends parler de cette fonctionnalité-là. Audrey, il va falloir que tu te corriges, hein, parce que visiblement, soit tu corriges tes yeux, ou soit tu te corriges dans ta façon de faire, mais au niveau de la distance de l'écran, tu as un problème. Écoute, oui, alors j'ai mis des captures d'écran, on vous les partagera sur Twitter ou Mastodon. Je vais, pour être tout à fait honnête, 3-4 fois par jour, mon iPhone m'affiche l'iPhone est trop proche. Et il me dit... Le fait de garder votre iPhone à bonne distance peut protéger votre vue. Alors moi, j'ai un iPhone 12 mini. J'ai 42 ans, donc je commence à éloigner un peu, tu sais, les appareils. Je commence à être un peu presbyte, je le cache pas. Mon ophtalmo m'a dit que non. Il m'a dit que c'est plus une fatigue visuelle que de la presbytie, donc tant mieux. Je suis encore un peu jeune, il m'a dit. Mais clairement, je suis sur mon iPhone, et plus je suis concentrée sur quelque chose, plus je me rapproche. Et là, mon iPhone, il dit « Stop ». Sous iOS 17, on a une fonction de protection de la vue, ce qui est très bien. Et donc, il faut tendre le bras, il faut reculer un peu l'iPhone pour qu'à nouveau, notre application s'affiche et qu'on puisse continuer, parce qu'il nous fait un rideau. Ah ouais, tu peux plus continuer, ok. Non, tant que tu recules pas, il te dit, il veut pas que tu réutilises ton iPhone. Alors bien sûr, c'est désactivable. Moi, j'ai tout activé pour essayer toutes les fonctions, donc, mais je pensais pas que je regardais mon écran trop près. Et... c'est Guillaume Vendée qui en parlait pour la Switch, pour ses enfants. Et moi, c'est pareil, je joue à la Switch, mais je suis collée dessus. Ouais. Et il faudrait aussi un système de protection des yeux. Donc ça, c'est très bien au niveau de la santé.
Mais par contre, là aussi, il faut Face ID puisque c'est la caméra spécifique True Deep, je sais pas comment on dit, qui permet en fait de vous reconnaître et qui va du coup calculer la distance et vous dire que vous êtes trop près ou pas. Donc, et c'est drôle parce que tous les écrans qui sont pas mobiles ont grossi, hein. Ton écran de télé, il a grossi par rapport depuis 10 ans, 15 ans. Si vous avez changé de télévision, vous avez remarqué que la télévision a beaucoup grossi. Les écrans que vous avez sur vos ordinateurs aussi ont beaucoup grossi. Mais les écrans de mobile ou même de Switch, c'est pas très gros. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à les rapprocher. Mais c'est bien aussi qu'ils nous disent que c'est pas bon pour tes yeux. Moi, je me rends compte avec le iPhone. Des fois, je regarde le iPhone le matin dans mon lit pour commencer ma journée. Et si je le regarde plus qu'un certain nombre de temps, probablement que quand je vais activer la fonctionnalité, je pourrais jamais regarder mon iPhone parce qu'il va toujours être trop proche. Je me rends compte que j'ai des problèmes à voir. Tu sais, mon zoom au niveau de mes yeux, il se fait moins bien en vieillissant. Alors, tant mieux. Soit on va se rendre compte de choses qu'on voulait pas se rendre compte, mais au moins on le saura. On pourra pas dire, je le savais pas. C'est ça. Voilà. Et la première fois qu'il m'a affiché ça, et ça m'a surprise, j'étais en effet dans mon lit, je me réveillais le matin, je regardais mon iPhone, je n'avais pas mes lunettes. Donc je pense que j'étais encore plus près, parce que je suis myope de près et de loin, donc voilà. Et ça fait très bizarre quand votre iPhone vous dit « l'iPhone est trop proche ». Waouh, ok. Ça fait un peu surveillance, ça fait un peu bizarre comme effet. Mais oui, c'est très bien, et du coup ça me fait dire quand même que mon prochain iPhone, ça sera... Il n'y a plus de mini de toute façon, mais ça sera un modèle normal parce que c'est quand même petit, c'est quand même écrit petit, même si je pourrais grossir le texte sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est quand même écrit petit. Donc voilà, ça fait prendre conscience de la distance qu'on met entre ses yeux et son écran, donc c'est une très bonne chose. Et là encore, voilà, il faut protéger nos yeux et là encore, malheureusement, les iPhones qui n'ont pas Face ID pourront pas avoir cette fonctionnalité, même s'ils sont sous iOS 17. Alors, il y a une autre fonctionnalité que j'ai pas encore pu tester, c'est une fonctionnalité liée à l'application Journal. Oui. La nouvelle application de journaux intimes, en fait, qu'Apple a présenté, qui permet de consigner un peu tous les jours ce qu'on a fait, l'activité, la musique qu'on a écoutée, enfin... On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Si vous êtes amateur de Day One, c'est exactement je n'allais pas dire une copie, mais ça, c'est exactement le même type d'application et usages qui sont... Sauf que Day One, il est tout seul dans son monde, tandis que Journal, il est dans l'écosystème d'Apple. Alors, Apple peut aller chercher plus d'informations pour vous bâtir un journal avec probablement... tu dois avoir... des calendriers que tu peux ajouter, tu dois avoir des maps, les playlists que tu as écoutées, ce qui fait qu'il va être beaucoup mieux intégré sur iOS en tous les cas. Oui, il va récupérer les activités de l'Apple Watch, si vous êtes allé courir, si vous êtes allé marcher, les photos que vous avez prises ce jour-là. Donc en fait, je pense qu'il y aura plus grand-chose à faire à part mettre une petite légende. Ça va vraiment être un regroupement de ce qu'on a fait dans la journée. L'application sera disponible à la fin de l'année, donc on ne peut pas encore la tester. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a une option pour se verrouiller. On peut verrouiller l'application pour que personne ne puisse y accéder, même si l'iPhone a été déverrouillé. Et donc, ça me fait espérer une possibilité dans les réglages généraux d'iOS de pouvoir verrouiller n'importe quelle app avec Face ID ou Touch ID. J'aimerais vraiment qu'on ait cette fonction. Je veux verrouiller mes mails. J'active juste demander Face ID, comme c'est le cas dans des applications tierces, la banque, etc. Il y a de plus en plus d'applications qui permettent d'utiliser, de déverrouiller l'appli avec Face ID. Donc, peut-être que l'app Journal, ça sera un prémisse de cette fonctionnalité que j'espère voir venir peut-être courant de l'année ou l'année prochaine, on verra bien. Mais voilà, là encore, ça laisse peut-être entrevoir quelque chose. Je sais pas. Tu sais, sur Day One, si vous allez sur l'application dayoneapp.com, c'est, je pense, la 3e grosse fonctionnalité qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire que tu peux fermer avec Face ID ton journal aux autres, ce qui fait que je serais pas surpris qu'ils le mettent, parce que si ils veulent compétitionner ce marché-là, il l'a déjà dans beaucoup de journaux que j'ai utilisés, parce que j'en ai testé quelques-uns pour le podcast Relife qu'on fait avec Guillaume Vendée et Julien Deret, mais c'est une des fonctionnalités que les gens s'inquiètent beaucoup quand tu fais un journal intime.
Ben, c'est pas pour rien hein, que quand tu achètes un journal intime, quand tu es jeune, il y en a avec des petits cadenas. C'est parce que il est intime. On veut pas qu'il se déverrouille à personne. On a tous eu ça. Voilà. Ben oui. alors, ça va être pareil pour Journal d'Apple. Je suis pas mal certain que ça va être au jour 1. Maintenant, est-ce que ça va être au jour 1 pour les autres applications à partir d'iOS 17? À suivre, mais pour un journal intime, tant mieux. Mais tu sais que ton journal intime se bâtisse automatiquement puis que tu n'as plus qu'une ligne à faire, c'est pas le principe du journal intime. Tu sais, il y a un peu le principe de prendre un moment pour réfléchir sur ta journée, de faire un peu de gratitude par rapport à la chance que tu as d'avoir tel truc, ou même faire des suivis par rapport à des événements. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Si vous prenez une application qui vous fait votre journal intime automatiquement, ben, vous manquez 95% du plaisir d'avoir un journal intime ou de faire ce genre d'utiliser ce genre d'application-là. Alors, juste un petit aparté par rapport à ça. T'as tout à fait raison, ouais. Voilà, donc en fait, juste un petit clin d'œil sur le fait que Apple pousse les développeurs à activer la protection pour Face ID et qu'elle ne permet pas elle-même de le faire sur ses propres applications. Donc, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais bon, c'est encore un truc qu'on va voir arriver et qu'on va se dire, enfin, ça fait des années qu'on attendait ça. Mais on sera content une fois que ce sera là. Il y a beaucoup de navigateurs. J'ai vu un article dernièrement là, sur la navigation privée de Google Chrome qui est pas si privée que ça. Et il y a des fonctionnalités qui arrivent qui vont rajouter une couche au niveau de Safari. Hein. C'est ce que tu as découvert. Oui, on va pouvoir... en fait, la navigation privée, les onglets que vous ouvrez en navigation privée se verrouillent automatiquement dès que votre iPhone est verrouillé. Donc, si quelqu'un reprend votre téléphone, connaît votre code, dans un couple par exemple, et ouvre Safari, les onglets en navigation privée seront verrouillés et il faudra les déverrouiller avec Face ID. Donc c'est une couche supplémentaire de protection de vie privée, c'est plutôt une bonne chose. Et ça sera sur l'iPhone, l'iPad et le Mac également. Et pour ceux qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, dites-vous toujours qu'il y a un verrou. Quand vous allez aux toilettes, c'est pour une raison. Alors, il y a toujours de quoi à cacher. Hein. Dernièrement, c'était l'anniversaire de Marlène et j'avais des choses à cacher. Ce que j'y achetais, parce qu'on achète ça en ligne des fois, je voulais cacher ça. Il y a plein de moments où vous avez besoin d'avoir une navigation privée et où que vous voulez verrouiller. Que ce soit au niveau de la santé, il y a des choses qui sont personnelles que vous voulez peut-être pas donner comme information à votre conjoint. Sans forcément penser à mal, on a besoin de ces fonctionnalités-là de verrouillage automatique et de vie privée personnelle sur nos téléphones, qui sont l'extension beaucoup de notre vie privée et professionnelle et même de santé maintenant avec toutes les données qu'on a dans l'app santé. Il y a des choses qui doivent être dans la sphère privée. Puis c'est pour ça que je trouve bien d'avoir toutes ces fonctionnalités-là qui s'ajoutent année après année. Oui, et puis même tout ce qui est lié aussi à la santé en général, c'est-à-dire que tu cherches quelque chose, un remède, j'en sais rien, contre les verrues sur Google, il y a un moment, mets-toi en navigation privée, parce que sinon Google, il va t'envoyer plein de pubs sur les trucs anti-verrues pendant des mois. Je veux dire, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est tout con, mais on est tous là à chercher des petites astuces, des remèdes, des trucs, Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure pour un petit produit pour la cuisine, on cherche des choses et on veut pas forcément après subir une vague de pubs liée à une recherche qu'on a fait. Voilà. Donc la navigation privée, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que pour les choses interdites ou très très personnelles, c'est aussi pour tout ce qu'on ne veut pas donner à Google ou à notre moteur de recherche en fait. Exactement. Voilà. Est-ce que tu l'as essayé, cette fonctionnalité-là? J'ai hâte de l'essayer quand ça va arriver FaceTime sur l'Apple Télé. Est-ce que tu as eu la chance de l'essayer? Je n'ai pas installé, non, tvOS 17 sur la télé, sur l'Apple TV parce que... T'as envie de pouvoir encore écouter ta télé, c'est ça? Voilà, ouais. J'ai assez de petits bugs avec les HomePod mini qui parfois pendant le film font caisse de résonance. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, parce que t'as mis la version bêta sur les HomePod, c'est ça? Non, même pas. Non, c'est ça. Donc en fait, j'ai déjà ce petit problème-là avec les HomePod mini régulièrement. Okay.
Donc je me suis dit non, je vais pas faire ça parce que voilà, le moment télé, Netflix et tout, c'est le moment repos, j'ai pas envie de gérer des soucis d'informatique. Ouais. Mais oui, FaceTime arrive sur l'Apple TV. Alors comment ça marche ? Tout simplement en utilisant votre iPhone ou votre iPad que vous allez placer devant la télé. Et grâce à la continuité, en fait, la caméra de votre appareil sera déportée sur l'écran de la télévision. Donc vous pourrez faire des visioconférences, des appels vidéo FaceTime avec le grand écran de la télé, et tout en étant dans votre canapé tranquille. Et là encore, je me dis, ça va être super, sauf bien sûr quand on aura besoin de consulter quelque chose sur son téléphone. Parce que, je sais pas toi, mais tu vois, moi je me dis, je suis en visio avec des copains, ah oui, j'ai vu un truc trop bien qu'on pourrait faire. Paf, ça ferme le FaceTime. Voilà, en fait, ou alors du coup, il faudra se relever pour aller chercher le téléphone. Enfin, ça va être, je pense que au niveau pratique, ça va être un peu compliqué si on a besoin de vérifier des infos sur son iPhone pendant cet appel. Ce qui me fait dire que la prochaine Apple TV embarquera certainement une caméra. En plus, il y a la place, puisque maintenant, elle est encore plus petite, mais elle est quasiment vide. Il y a vraiment qu'un tout petit circuit, une carte mère, voilà. Et il y aurait de la place pour mettre une petite caméra devant. Et puis, qui permettra directement de faire des appels FaceTime avec l'Apple TV. Ça, c'est quasiment sûr que la prochaine Apple TV aura ça. Sauf si Apple se dit, bon, vous avez tous un iPhone, donc pas besoin d'ajouter encore un matériel. On verra. Tu serais client, toi, d'une Apple TV avec la petite caméra ? Écoute, juste pour le principe que dans le salon, j'ai pas envie nécessairement d'avoir une webcam puis de la cacher et tout ça, je pense que c'est cohérent l'iPhone. Parce que à quelque part, le iPhone, comme moyen de faire du FaceTime sur l'Apple Télé, tu le sais que c'est juste ce moment-là. Et après ça, tu retires l'iPhone et tu n'as plus besoin de cache, parce que moi j'ai des caches sur mes caméras, je suis maniaque, même si j'ai des produits Apple, je mets des caches sur mes caméras, je veux pas qu'on me... Et c'est... ça me semble cohérent dans l'histoire de la marque. Maintenant, est-ce que j'en veux un? Je sais pas, mais par contre, l'affaire qui est vraiment cool avec la webcam, c'est pas FaceTime avec l'Apple Télé. Tu sais pas ce qui va arriver, toi, bientôt dans ton salon, avec Continuity. Les jeux, peut-être, non? Ça vient de MacRumors. Ils l'ont testé sur l'Apple Télé, les dernières bêtas. Écoute, on va pouvoir se filmer quand on fait du karaoké. Ah oui, j'ai vu. Ah oui. Mais alors ça, c'est indispensable. Ben oui. Non, je peux oui. Oui. Avec Music Sing, on peut, depuis quelque temps, depuis les dernières versions d'Apple Télé et de musique, en fait, d'Apple Music, on peut avoir les paroles qui défilent en même temps que la musique. Et puis, la musique... ils font un effet sur la voix que tu entends beaucoup moins la voix, ce qui fait que tu es capable de faire du karaoké. Là, avec la caméra, en plus de faire FaceTime avec l'Apple Télé, vous allez pouvoir faire du karaoké et vous voir dans la télé en train de faire des duos de vedettes méga surprenantes. Alors, ça pour ça... Je connais des gens dans mon entourage qui ont même acheté des micros et tout. Et j'avais vu, oui, dans les notices de iOS 17 et tvOS 17, il y aura plein de filtres et tout, on pourra mettre des effets. Ça va 31 décembre, on est prêt. Est-ce qu'on va pouvoir les enregistrer? Ça, j'ai pas vu l'information, mais dans 2 applications d'Apple, dites-vous que vous allez pouvoir utiliser l'Apple Télé avec le iPhone, et ça pourrait être super intéressant. Je vois de la cohérence là-dedans. FaceTime, t'as besoin, et puis karaoké, c'est nécessaire. C'est indispensable d'avoir des filtres et tout, de voir, c'est ultra nécessaire. Dans d'autres applications, je vois moins de cohérence, par contre. En tout cas, dans le karaoké, ça ferait une très bonne chaîne YouTube pour rigoler, à se filmer en train de chanter. Ça serait marrant. Et puis après, on peut partager en famille, bien sécurisé avec iCloud. Alors, tu vas pouvoir partager ces moments de vidéo-là, pas forcément sur Facebook. Alors, tu vois, il y a une cohérence qui serait quand même intéressante. On verra bien. Alors, il y a un outil qu'Apple a mis à disposition des développeurs avec iOS 17 qui s'appelle DocKit et qui permet de placer l'iPhone sur un bras robotisé, donc comme un bras de caméra qui peut pivoter, qui peut et qui permettrait en fait d'utiliser l'iPhone comme
comme outil de vidéosurveillance, par exemple, pour les enfants, ou pour les bébés, ou pour les animaux, enfin, que sais-je. Voilà, vous partez de chez vous, vous voulez savoir si votre chien aboie quand vous n'êtes pas là, placez l'iPhone sur un petit bras automatique ou pas, hein, d'ailleurs, et puis permettrait de détecter des mouvements. Donc ça, c'est peut-être une solution pour réutiliser les anciens iPhones. Qui fonctionnerait sous iOS 17, bien sûr, mais voilà, si on a un iPhone qui a 2, 3 ans, 4 ans, et qu'on vient de changer, on peut se dire, mon ancien iPhone, il sert maintenant de caméra de surveillance. C'est un usage qui est envisagé par Apple. En tout cas, ils ont mis ce kit à disposition des développeurs. C'est fou, hein, ça fait 2-3 fois où tu mentionnes qu'on pourrait utiliser des vieux appareils. Évidemment, ils vont être vieux d'ici 4-5 ans et on pourra les utiliser, effectivement. Mais je commence à voir qu'Apple veut réutiliser ces appareils pour d'autres fonctionnalités que, initialement, peut-être que c'est fait exprès, et je trouverais ça super intéressant. Que ça le soit fait exprès d'utiliser des vieux iPhones comme caméra de surveillance, parce que il y a plein d'articles, hein, qu'est-ce qu'on fait avec un vieux Android, et puis c'est des fonctionnalités qui sortent, domotique souvent, caméra de sécurité, musique. Ouais, streamer de la musique, c'est des usages de vieux Android, et puis on dirait qu'ils sont en train de déporter ça sur iPhone, ce qui est tant mieux, si on peut les réutiliser jusqu'à la fin, avant de les jeter, ou en tous les cas de les faire recycler, tant mieux. Le DocKit, là, je trouve ça intéressant parce que tu vois, il y a plusieurs années de ça, il y a au moins 10 ans de ça, on avait déménagé et notre voisine nous avait dit « Votre chien aboie quand vous partez ». Et on trouvait ça très bizarre parce qu'elle aboyait peu, enfin, c'était pas un chien qui aboyait à la mort quand on partait. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est que la seule solution qu'on avait trouvée, c'était de faire un appel vidéo Messenger. On avait laissé un iPhone à la maison et on avait emmené un iPhone avec nous. Donc il y en a un du couple qui a dû laisser son téléphone à la maison et on a surveillé notre chien comme ça à distance, à moindre coût du coup, puisque c'était juste pour essayer une fois. Notre chien n'a pas aboyé. Mais en tout cas, on avait pu tester un appel vidéo Messenger. Donc on était à l'extérieur et puis de temps en temps, on réactivait l'appel vidéo. Et c'est vrai qu'avoir... Parce que je sais pas, enfin, j'ai pas d'enfant, mais quand je vois ce que les gens utilisent, des babyphones, là, on dirait que ça n'a pas évolué depuis les années 80 quand même, ces objets. Il y a peut-être un truc à prendre. Tu sais, avec la grosse antenne, et puis il n'y a pas toujours de caméra, enfin... Ouais. Voilà. Ouais, ça peut être aussi pratique. C'est peut-être la DocKit, c'est peut-être il est en bêta en ce moment, là, je suis sur le site, ça m'intéressait de voir. C'est peut-être aussi une nouvelle gamme de produits qu'Apple va arriver à produire, ou un truc que qui va être compatible, tu sais, avec les sonnettes connectées qu'il y a maintenant, et tu les achèteras en disant, est-ce qu'elle est compatible DocKit? Ça veut dire Apple. Ça veut dire que tu pourrais peut-être... En tout cas, ouais. Un livreur Amazon, par exemple, qui viendrait chez toi, que tu as besoin de parler, ou quelqu'un qui vient livrer... ça fait beaucoup de cohérence là-dedans. Là. J'aime ça. Voilà, donc en fait, ce petit dossier arrive à sa fin. Je voulais finir sur une petite blagounette. Vas-y. Si c'est une blagounette, elle est déjà petite, mais... bref, en fait, dans les nouveautés de iOS 17, il y a quelqu'un sur Twitter, il faut que je retrouve l'origine de cette image, qui a dit « Ouais, génial cette nouvelle fonction d'iOS 17 ». Alors bien sûr, c'était une blague. Et en gros, on voit l'écran de l'iPhone avec un appel audio en cours. Et il y a un message qui dit « Le haut-parleur est désactivé, il semble que vous êtes dans un endroit public. S'il vous plaît, baissez votre voix ». Et ce truc-là m'a fait beaucoup rire parce que je n'en peux plus des gens qui passent des appels dans des lieux publics sur haut-parleur avec leur iPhone devant leur bouche à l'horizontale, comme ça. C'est vraiment gênant pour les gens qui sont autour parce qu'on s'en fout en fait de votre vie privée. On n'a pas envie de subir ça quand on se balade, quand on est dans le métro, quand on est dans les transports en commun, quand on est sur la plage, parce que voilà, je suis allée la semaine dernière et la dame qui était à 3 mètres de moi était en appel pendant 20 bonnes minutes avec quelqu'un et sur haut-parleur, et c'est hyper désagréable pour les gens autour, donc il faut vraiment arrêter de faire ça. Ben, tu sais que même au niveau de...
non seulement c'est désagréable, mais au niveau de la sécurité, c'est très dangereux. Quelqu'un vous suit, se remarque que vous faites ça, va avoir beaucoup d'informations et puis pourrait, après ça, s'en servir contre vous. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui font des arnaques sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce que vous dites toute votre vie complète sur les médias sociaux. Alors, faites attention à ça. Alors, si, en plus, dans la vie privée, dans la vie physique, là, quand vous êtes dans les transports en commun ou si en plus vous commencez à raconter toute votre vie dans vos messages et dans vos discussions comme ça, c'est un peu du n'importe quoi. Alors que de plus en plus, il y a toutes les fonctionnalités qui vont bien pour que votre vie privée reste privée au niveau numérique. Si vous commencez à détacher votre téléphone puis à le mettre devant tout ça, puis des FaceTime, les gens, ils se promènent. Je vois des fois dans des marches en forêt, tu dis merde, c'est un bon moment pour relaxer et décrocher. Ah bordel, ils sont en FaceTime. Ouais. Ils sont en FaceTime. Ils se regardent. C'est de plus en plus courant. Alors, je peux comprendre, ton enfant t'appelle, il veut te montrer un truc, tu sais, ça dure quelques secondes. Il y en a, c'est des heures qui passent en FaceTime, en public, dans des endroits où il y a des gens qui veulent profiter. Alors, j'aimerais quasiment que cette fonctionnalité-là existe pour vrai. Moi aussi, c'est clair, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit mais oui. Enfin, bien sûr que ça n'arrivera pas parce qu'on peut être en mode haut-parleur et l'iPhone ne peut pas savoir si vous êtes dans un lieu public. Quoique, avec les micros, il pourrait détecter s'il y a du bruit autour. Mais il y a un truc génial qui s'appelle des AirPods. Ouais. Des écouteurs. Vous les mettez dans vos oreilles, vous ne dérangez pas le public, vous n'avez pas besoin de crier. Votre correspondant vous entend. C'est incroyable. Si vous connaissez pas les AirPods... anciennement la version vintage, c'était avec des fils, c'était des écouteurs un petit peu... Kit main libre, ouais. C'est ça. Donc voilà. Et surtout, si vous vivez en maison ou en appartement et que vous téléphonez 3 heures le soir sur votre terrasse ou sur votre balcon... Ouais, je subis un peu ça, donc je ferme mes fenêtres, tu vois. Des fois, on en est là, on ferme nos fenêtres parce que les gens ne pensent pas aux autres. Donc, voilà. Donc, cette petite image qu'on vous partagera également sur notre compte Twitter ou Mastodon m'a fait beaucoup rire et on en rêve. Voilà, j'ai mis on en rêve et j'ai mis l'image. Bref, voilà, c'était pour finir mon dossier. Excellent. Moi, de mon côté, merci pour ton dossier. De mon côté, en m'inspirant de toi, j'ai ressorti quelques éléments que j'ai aimés de Sonoma, d'iPadOS, d'iOS. Et puis, j'en ai parlé de une qui était vraiment, pour moi, le gros feature pour lequel il faut absolument avoir un iPhone puis un Apple Télé de dernière génération, c'est le karaoké. Vous allez pouvoir faire du karaoké avec la caméra. Un truc que j'ai trouvé cool aussi, que j'ai vu passer dans les articles, c'est que, vous savez, quand vous recevez, soit par mail ou soit par iMessage, le deuxième facteur d'authentification, il reste dans votre boîte, il reste dans votre iMessage. De base, vous allez pouvoir le supprimer automatiquement. Alors, je trouve ça cool d'avoir ça qui va se supprimer automatiquement. Deuxième fonctionnalité que j'ai trouvé chouette, qui est plus au niveau de fitness, qu'on utilise nous beaucoup sur l'Apple Télé et ou sur l'Apple Watch. Hein, on l'utilise pas vraiment sur téléphone ni iPad à la maison. Vous allez pouvoir vous faire un programme d'activité avec des jours dans votre programme, quel jour vous allez utiliser telle fonctionnalité, telle activité et faire votre propre programme. Vous allez pouvoir même choisir qui va vous entraîner dans votre programme. Alors, nous, c'est telle personne que vous aimez, c'est peut-être Brett, c'est peut-être Bakary que vous aimez dans Apple Fitness. Vous allez pouvoir juste sélectionner cette personne-là pour des durées de telle période pendant 2-3 fois par semaine et faire votre propre programme et suivre votre propre programme qui est adapté à vous. Ça, c'était cool, je trouvais, dans Fitness Plus. T'en as parlé, les widgets dynamiques, parce que maintenant, en ce moment, les widgets qu'on a, c'est des widgets, c'est juste des gros raccourcis sur l'écran avec un petit peu d'informations à ça. J'ai trouvé ça cool. Un autre truc que j'ai trouvé cool, je trouve que l'app santé, de l'avoir sur iPadOS, mais on devrait aussi l'avoir sur... je sais pas si tu as réussi à l'avoir, l'app santé, mais j'aimerais ça aussi l'avoir sur Mac, parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes et sur iPhone, l'écran est trop petit pour les graphiques, pour les compléments de l'application santé. Sur l'iPad, elle est vraiment hyper confortable.
Sur le Mac, j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'elle est là. Cool. À confirmer. J'ai pas mon Mac sous Sonoma sous la main, mais oui, il me semble qu'elle est là. Ah, mais ça, c'est cool. Et tu vois, il y a des petites choses dans iOS 17 dont Apple n'a pas parlé qui sont super agréables, comme je te disais. Quand tu prends une photo ou que tu filmes, t'as un espèce de trait qui est... Si vous entendez mon chiot aboyer, je suis désolée. C'est compliqué de le faire taire. Donc, excusez-moi pour le bruit. Donc, je disais, quand vous prenez une photo ou que vous filmez sous iOS 17, vous avez toujours, bien sûr, la grille qui peut vous aider. Ouais. Ça, elle existe depuis toujours. Déjà, pour faire un niveau, si vous prenez l'océan en photo, c'est déjà pas mal pour faire des photos droites. Mais aujourd'hui, il y a un truc beaucoup plus intéressant. C'est un petit trait qui est divisé en 3 morceaux. Et quand vous filmez ou que vous prenez une photo, en fait, ces 3 petits traits vont s'aligner à un moment et ça va devenir jaune. Et ça veut dire que vous êtes de niveau. Et bien sûr, si ces 3 petits traits ne sont pas alignés, ça veut dire que vous n'êtes pas droit. Et donc, ça permet, en fait, en 2 secondes, de mettre la photo ou la vidéo de niveau et de pouvoir filmer correctement. C'est hyper pratique. Et ça, Apple n'en a pas parlé nulle part. Donc, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de l'utilisation. En tout cas, j'ai hâte de la version finale d'iOS 17. Et puis, même s'il y a beaucoup de gens qui ont dit il n'y a pas grand-chose cette année, ouais, il y en a quand même bien. On découvre des choses et il y a des choses intéressantes. En rafale, un autre truc que je trouve cool, parce que j'utilise des fois mon iPad Pro comme ordinateur avec un écran 32 pouces en avant. Et un truc qui me manquait, c'était dans les visioconférences, des fois, d'avoir une webcam, d'utiliser ma webcam qui est installée déjà. Là, vous allez pouvoir avoir des webcams externes sur iPadOS. Alors ça, j'ai trouvé des micros. Et ça, là, ça donne une ouverture pour les créatifs incroyable. Ouais. Tu vas pouvoir faire des vidéos directement montées au complet à partir de ton iPad, de qualité en plus. Alors ça, c'est cool. iPad M1, du coup. Ouais. Minimum. Ouais, on est désolé. Moi, alors, peut-être que des gens vont dire que j'exagère, mais j'ai un trouble obsessionnel compulsif avec macOS. Mon bureau, il doit être vide. Je ne dois pas avoir d'icônes. Si j'ai des icônes, je ne vis pas bien, je respire pas bien, je m'étouffe. Alors, le fait d'avoir des widgets bien rangés, moi, j'étais content de voir ça. Je l'ai dit l'autre fois, mais j'étais quand même content de voir des widgets bien rangés. Et puis, ça va quand même compléter mon bureau absolument vide. Alors, je ferai attention de mettre les widgets bien ordonnés, bien rangés. Vous nous écoutez. D'ailleurs, il y a 2 fonctions qui sont géniales par rapport à ça. C'est que sous macOS Sonoma, donc c'est par défaut, mais ça se règle, bien sûr, ça se désactive. Quand tu cliques sur ton bureau, toutes tes fenêtres s'écartent. Tu n'as plus besoin d'activer mission de contrôle. Donc tu cliques sur ton bureau et c'est rideau, toutes tes fenêtres s'écartent. Tu fais ce que tu as besoin sur ton bureau, tu consultes ton widget et hop, tu reviens à tes fenêtres. C'est génial. Même si ça existait déjà à travers mission de contrôle, on pouvait activer un coin actif. On pouvait activer un coin de l'écran pour écarter toutes les fenêtres. Là maintenant, c'est directement quand on clique sur le bureau. Et ce que je trouve très, je vais pas dire smoothie, mais je sais pas, je trouve ça trop mignon, c'est que quand tu es sur ton bureau et que tu ouvres une fenêtre d'application, tes widgets, ils passent en niveau de gris au lieu de rester colorés, ce qui veut dire qu'en fait, ce que tu es en train de faire prend le devant, en fait, et tes widgets sont beaucoup plus discrets, en niveau de gris. C'est vraiment... Ils ont vraiment bien travaillé l'écran de verrouillage du Mac, ça ressemble un peu à l'iPad. Ils ont vraiment fait des belles choses pour le Mac, même si... pareil, ça se moquait un peu en disant ouais, s'il commence par les écrans de veille, ça promet. Mais non, les écrans de veille de l'Apple TV sur le Mac, c'est trop beau. Et puis quand tu choisis une vue aérienne, tu peux combiner en fait une vue aérienne et ton fond d'écran pour faire qu'un. Et quand tu déverrouilles ton Mac, ta vue aérienne, elle arrive comme ça sur ton bureau et ton bureau il se fige. Et t'as quelques secondes comme ça où t'as l'impression d'être happé par ta vue aérienne. C'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup ces nouvelles fonctionnalités. Et dans ma formation, d'ailleurs, j'en ai parlé en détail. Il y a pas mal d'options liées à l'interface, à l'environnement du Mac. Et c'est toujours bien qu'Apple améliore tout ça. Oui, ça. Puis c'est toujours des petits détails qui font que tu te sens... tu sais, le mouvement que tu viens d'expliquer, là, j'imagine qu'il faut le vivre encore plus pour mieux le comprendre, mais c'est toujours plein de petites subtilités comme ça. Puis d'ailleurs, dans les petites subtilités, vous nous écoutez avec l'application Apple Podcast,
Ben, j'ai vu la nouvelle application Apple Podcast sur iOS. Elle est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle que l'original. Vous aurez pu les petites vignettes en carré. Ils ont réussi à l'intégrer dans le décor. Ça va reprendre le look. En tout cas, moi, je vois les vignettes de Mac Rumor, le podcast. Et puis, c'est vraiment beaucoup plus intuitif pour cette application-là. Alors, on pense que une application de podcast, ça fait 10 ans qu'elle existe. On n'a pas besoin de la changer. Ben oui, il y a des trucs qui sont quand même sujets à amélioration des fois. Et puis, c'est dans les petits détails comme ça qu'on reconnaît Apple, effectivement. Dernier petit détail que tu as utilisé beaucoup dernièrement, les Memoji. Tu en as des nouveaux? Eh oui, il y a 3 nouveaux stickers Memoji. Il y en a un avec t'as une auréole sur la tête. Ouais. C'est trop mignon. Il y en a un, c'est Peekaboo, tu sais, c'est vraiment tu caches ton visage comme pour faire je sais plus comment on dit en français. Te cacher le visage, faire une blague là, pour les enfants. Voilà, aux enfants, ouais, c'est ça. Et le 3e, c'est un petit regard un peu... coquin, un peu mignon comme ça. Donc c'est, voilà, les petits Memoji. Bah oui, on aime. Alors, c'est ça fait le tour un peu des trucs que j'avais notés, que j'étais content d'avoir. Et on rappelle que la première affaire que j'étais content d'avoir, c'était le karaoké avec vidéo pour utiliser comme moyen de pression auprès de ma copine. On attend tes vidéos sur ta chaîne YouTube, hein, attention. Effectivement. Écoute, Audrey, fin d'émission, on parle tout le temps un peu de moments de pensée, de réflexion, on ralentit un peu le rythme de l'émission. Qu'avais-tu préparé pour cet épisode-ci dans le moment réflexion et pensée du mois ou de la semaine? Eh bien, si vous écoutez notre podcast depuis quelques années, vous le savez, en été, on entend souvent les oiseaux qu'il y a dans mon jardin. On les entend alors un peu moins cette année parce que j'ai éloigné la mangeoire parce qu'ils étaient vraiment trop près de la maison et au bout d'un moment ça bourdonne dans la tête. Tu sais, quand il y a les bébés moineaux là, ils sont vraiment bruyants. Mais bref, j'ai toujours autant d'oiseaux dans mon jardin et j'ai trouvé une application pour iPhone qui s'appelle Merlin Bird ID et qui permet, c'est une application gratuite. Vous n'êtes même pas obligé de créer de compte, donc ça c'est toujours bienvenu. C'est une application qui vous permet de reconnaître les oiseaux de votre jardin. Vous allez lancer l'application, lancer l'enregistrement. Donc bien sûr, il faut donner accès au micro. Vous posez votre iPhone sur votre rebord de fenêtre pendant une demi-heure, 1 heure, à 1 heure ou en général en fin d'après-midi ou le matin quand les oiseaux sont les plus actifs. Et puis vous allez pouvoir ensuite avoir une liste de tous les oiseaux qui ont été reconnus grâce à leur sifflement. Et moi, j'ai je crois que c'est 17 oiseaux différents dans mon jardin. Je pensais pas du tout en avoir autant de différents. Et puis même un oiseau de passage va être détecté. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont une énorme base de données des différents oiseaux. Et vous pouvez réécouter chaque oiseau pour dire « Ah oui, tiens, une mésange bleue, ça fait tel son. Ah oui, un petit rapace, ça fait tel son. » C'est vrai que je l'entends souvent, mais je n'avais pas remarqué que c'était tel oiseau. Donc c'est une application que je conseille si vous avez un jardin ou que vous vivez près d'un parc. Enfin, si vous voulez savoir un peu les oiseaux qui vous entourent, ça s'appelle Merlin Bird et c'est disponible sur l'App Store, c'est gratuit et pas besoin de créer de compte. Gratuit, puis pas besoin de créer de compte, c'est rare ça. Oui, eh oui. C'est rare. De la top qualité, si Apple différemment, je te le dis, moi. Excellent. Ben, quant à moi, je voulais vous parler de Last of Us. Qui est une application, ça ressemble un peu à des zombies. Hein. Je veux pas trop vous la décrire là. Ce qui arrive, c'est post-apocalyptique. Alors, il s'est passé quelque chose en 2003 et on vit dans ces épisodes-là de 2003 à 2023. Aller-retour, hein, c'est des flashbacks, c'est des histoires à travers ça. Et il y a des bouts horribles, mais c'est pas vraiment ça qui fait le 90% de l'émission. Le 90% de l'émission, c'est des épisodes, c'est des rencontres, c'est des événements de vie. Et c'est là où c'est intéressant. Et il y a des épisodes un peu différents, un peu décalés, comme l'épisode saison 1, l'épisode 3 de la saison 1, où je vous le recommande parce que je vous dis, j'ai pleuré comme un bébé à cette émission-là. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui se rencontrent pendant cet événement-là
et qui, parce que c'est un événement plutôt... je veux pas vous spoiler trop les épisodes, mais The Last of Us, si vous aimez pas les affaires de zombies, moi j'aime pas trop les affaires de zombies, et puis j'y ai été de reculons vraiment sur The Last of Us. Il y a des épisodes où il y a un petit peu plus de choses horribles, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment chouettes à regarder, et ça pose certaines questions sur l'humanité et sur notre façon de vivre et sur notre façon de s'aider. Tu vois qu'il y a des humains il y a des groupes qui vont s'aider, il y a des groupes qui vont pas s'aider. Et puis, à travers ça, t'as toute l'épidémie qui est arrivée. Et dans l'épisode 3, c'est un bel épisode où un couple va vieillir ensemble et va aller jusqu'à... Ne spoil pas! Jusqu'à des événements plutôt tristes. Alors, allez voir... Et c'est surtout avec quel acteur, quand même? C'est avec le Mandalorian. Ouais, c'est ça. Pedro Pascal, ouais. Avec notre chouchou. Et en plus, là, on le voit. On le voit, mais on voit son visage. Mais il vient aussi de... Voyons, c'était quelle saison qu'il y avait dans Pedro Pascal? Il était dans... On l'a découvert dans Narcos, c'est ça que je cherchais. Dans les premières fois. Là. Alors ça, si tu veux le voir, il est bon aussi, mais il n'est pas aussi mythique que dans The Last of Us. Parce que oui, il est bien dans The Mandalorian, mais de The Last of Us, il est une coche encore plus au-dessus. Là. Alors, à écouter. Bah oui, le problème du Mandalorian, c'est qu'on ne voit pas son visage. Et d'ailleurs, dans la saison 3 que j'ai regardé, on ne le voit pas une seule fois. On peut se dire c'est un figurant, en fait, sous le casque. On ne sait pas. C'est ça qui est... On reconnaît sa gestuelle et tout, mais quand même, c'est assez... Ouais, je me demande si c'est des fois lui. Ben, je sais pas. Je pense que oui. Mais... On peut avoir le doute. Il a vraiment trouvé le truc où il va faire un cachet d'acteur sans qu'on le voit puis qu'on sache pas vraiment si c'est lui. C'est vraiment le bon truc à faire. Un peu comme Iron Man, par exemple, quand il y avait à cette époque Downey Jr. Bon, on termine l'émission avec ces moments-là qui sont intéressants. Alors, d'une part, les oiseaux, la vie, moi, la mort avec The Last of Us, mais il y a des événements intéressants à aller voir. Je tenais aussi à vous remercier tous ceux qui ont contribué dans les dernières semaines. Yves, Clément, Elias, Chantal, merci. On va en nommer d'autres dans les prochains épisodes. Je voulais aussi vous remercier aussi pour les bons commentaires qu'on a sur Apple Podcast avec des 5 étoiles comme Axel Follis, qui dit « Au top, super podcast avec de vrais sujets intéressants traités avec sérieux et humour en même temps. Vous me régalez tous les deux chaque 2 semaines. » Alors là, on est désolé, on n'était pas aux 2 semaines. Vous m'accompagnez sur les routes, au travail le matin et ça met de la bonne humeur pour attaquer une journée. Alors merci à tous les deux. Alors merci à vous. N'hésitez pas à aller mettre des bons commentaires si vous en avez envie sur Apple Podcast, à partager le podcast, à peut-être considérer le gros bouton jaune pour nous aider à en faire une aventure qui va durer longtemps et avec beaucoup plus de régularité. Et pour terminer, j'aimerais juste savoir, Audrey, où peut-on te rejoindre et où peut-on aller voir toutes tes productions? Quel est le meilleur moyen, en fait? Alors, le meilleur moyen pour me parler directement, c'est les réseaux sociaux, donc Twitter ou Mastodon. Facebook, pas trop, Instagram, moins. Donc, Twitter et Mastodon. Et puis, pour voir mes productions, c'est simple, il y a 2 endroits. YouTube, vous tapez Audrey Coulot, et mon site web avec mes formations, appleavec-audrey.fr. Vous pouvez voir une 25 formations disponibles pour mieux utiliser vos appareils Apple. Et toi, Matt? Moi, sur profduweb.com, vous allez retrouver tous les liens qui vont bien pour me rejoindre. Évidemment, je suis pas sur tous les réseaux. Celui que je suis un petit peu plus avec assiduité, c'est Twitter. T'as remarqué que M. Fusé, il est en train de foutre le bordel dans les messages privés. Bientôt, on pourra plus recevoir de messages privés. Faudra avoir l'abonnement ou des trucs comme ça. Ou... Oh. Il va mettre à la poubelle 44 milliards de dollars, je pense. Il est en train de tout détruire. Ouais. Et dire que je l'aimais beaucoup, M. Fusé, et je commence à le détester beaucoup. Hein, comme quoi, on peut changer un peu. Comme je t'ai dit, je l'ai jamais aimé, mais maintenant je peux le dire. je n'ai jamais aimé ce personnage, même si
Il a inventé des trucs incroyables. Je le sens pas. Et oui, malheureusement, Twitter, ça va devenir très, très, très compliqué et ça s'arrange pas. Donc, malheureusement, un des réseaux sociaux que j'aimais le plus, voilà, il est en train de tout casser. Donc, c'est dommage. Bon. D'ici là, on va pouvoir quand même se parler sur nos réseaux par notre page aussi, applediff.com, où il y a un formulaire de contact. Hein, si vous voulez pas passer par le réseau de Monsieur Fusée, vous pouvez aller directement sur applediff, diff.com et nous laisser des messages si vous voulez nous rejoindre. Sur ce, on vous souhaite un très bon été. Profitez-en, décrochez, lâchez les téléphones, lâchez les tablettes. Écoutez les podcasts, le nôtre, mais pour le reste, vous débranchez tout et vous vous reposez parce que c'est ça que vous avez besoin de faire pendant cette période estivale. Audrey, salut, ciao, ciao. Salut, à bientôt.